grand plaisir de vous présenter M. Jean-Pierre Pastori, responsable des différentes institutions culturelles ici et ailleurs, internationales, écrivain et historien de la danse. Jean-Pierre est la mémoire vivante du Prix de Lausanne. Et il aide le Prix de Lausanne depuis de nombreuses années et on apprécie vraiment énormément. Et merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. C'est un plaisir. Mais merci surtout à Monique. Oui, merci Monique Ludière, qui est étoile de l'Opéra de Paris et coach au Prix de Lausanne depuis de nombreuses années aussi. Et on te remercie énormément pour tout ce que tu fais pour ces jeunes danseurs. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà. Merci. Je vous laisse la parole. Et merci beaucoup. Bonjour. Ah, ça marche? Je pense que oui, ça marche. Voilà. Oui, bonjour à tous et surtout merci à Monique encore une fois d'avoir pris la peine de nous accorder un moment alors même qu'elle sort d'une journée de travail, de répétition, de coaching. J'ai regardé ça tout à l'heure. Vous ne vous épargnez pas. Elles m'ont pris toute mon énergie là. Non, elle est inépuisable chez vous, l'énergie. Alors, dans le fond, le but de cette rencontre, c'est de parler du Prix de Lausanne, comment il a évolué, comment il se déroule maintenant, et on le fera, évidemment, avec des images. On va illustrer notre propos. Ce n'est pas une conférence, rassurez-vous, qu'on va vous faire, mais on va pouvoir profiter de toutes les compétences de Monique, de toutes ses compétences en matière de sa carrière personnelle, on en parlera au passage, parce que c'est grâce à l'immense carrière qu'elle a eue, qu'elle continue d'avoir comme professeure et coach, que, évidemment, elle peut apporter sa contribution au Prix de Lausanne. Monique, j'ai le privilège d'avoir assisté à la naissance du Prix de Lausanne. Heureusement, vous l'avez connu bien plus tard. Un peu plus tard. Mais vous n'avez pas eu à y participer parce que vous avez suivi la filière de l'Opéra de Paris. Oui, j'étais chanceuse. Oui, moi j'ai eu la chance de rentrer à l'école de danse et puis de suivre tout le parcours de l'opéra, donc 5 ans d'école de danse, puis après j'étais engagée dans le corps de ballet. J'avais 16 ans et demi, vous pouvez imaginer, je n'étais pas encore mature, mais on avait la chance à l'époque d'avoir au sein du corps de ballet des aides aussi, des plus âgés, des plus expérimentés. Et donc, j'ai suivi ensuite le parcours, une dizaine d'années dans le corps de ballet. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des rôles de soliste assez vite. Donc, je me suis bien régalée pendant ces 10 années dans le corps de ballet. Et j'ai eu le temps d'apprendre mon métier. J'ai eu le temps de prendre un petit peu plus confiance en moi. Et j'ai fait de très, très belles rencontres. Évidemment, sans ces belles rencontres, on n'arrive pas à exploiter à fond notre potentiel. Donc c'est grâce à ces rencontres que je suis arrivée là où je suis et que je suis à même de maintenant pouvoir avoir le devoir et l'envie de transmettre tout ce que ces belles personnes, ces magnifiques artistes m'ont appris. Alors parmi les artistes, il y a eu Nureyev, hein. Et puis, il y a eu Rosella Hightower. Alors, je parle de Rosella Hightower spécifiquement parce qu'elle est quand même liée à la genèse, à la naissance du Prix de Lausanne, car il faudrait rappeler brièvement qu'un groupe de Lausannois, il y avait plusieurs personnes, ont fondé une fondation qui s'appelait la Fondation pour l'art chorégraphique, qui a proposé un jour à Philippe Braunschweig, qui lui habitait à la Chaux-de-Fonds, d'en prendre la présidence. Et Philippe Braunschweig a dit oui, d'accord, mais il faudra avoir un projet. Et ce projet, c'est devenu un concours. Mais un concours, il ne l'a pas voulu simplement pour donner des médailles, même si à un moment donné, il y avait des médailles d'or notamment, qui étaient décernées, mais c'était en parallèle à l'attribution de bourses d'études. Et c'est ça qui fait la spécificité du Prix de Lausanne. Et je pense, Monique, que vous admettrez que c'est quand même ce qui fait l'intérêt du concours. Parce que d'autres concours, il y en a et des prestigieux également ailleurs. Bien sûr, c'est la grande valeur que propose le Prix de Lausanne, c'est effectivement pouvoir aider les jeunes danseurs à se propulser. C'est un tremplin jeunes danseurs. Et c'est une aide fondamentale pour continuer à les aider à évoluer dans les plus grandes écoles internationales et ensuite, par la suite, être engagés dans des compagnies. Donc ça va bien au-delà d'une compétition parce qu'on sait très bien que la danse, ce n'est pas une compétition à la base. Hein. La danse n'est pas du sport, la danse est un art
Donc, d'où l'importance et la valeur de ce prix, qui fait que ces jeunes danseurs ont la possibilité de rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, de magnifiques artistes, de chorégraphes qui vont les coacher pendant une semaine et de pouvoir rencontrer tout un tas d'artistes qui vont les aider à entrevoir un petit peu plus précisément leur chemin, leur cheminement dans leur carrière future. Et je crois que c'est le seul concours au monde qui peut proposer ce type de chemin, de voie ouverte et d'aide aussi financière. Hein, absolument. Pour les familles. C'était dès l'origine, enfin, la conception du prix, donner des bourses. Et donc, parmi les personnes qui ont été extrêmement importantes pour le démarrage du concours, eh bien, il y a eu la représentante Barbara Fuster de la Royal Ballet School à Londres. Il y a eu Maurice Béjart qui a accordé d'emblée une bourse à l'école Moudra de l'époque à Bruxelles. Et puis donc Rosella Hightower qui à l'époque était à Cannes. Et vous avez bien connu Rosella à l'Opéra de Paris, parce qu'elle a dirigé l'Opéra de Paris. C'est elle qui vous a nommé étoile ? Oui, c'est elle qui m'a nommée, enfin, grâce à Rudolf aussi, parce que Rudolf Nureyev m'avait propulsée, alors que j'étais encore dans le corps de ballet, comme remplaçante de Kitry dans Don Quichotte, et donc je l'ai dansée finalement. Et donc, grâce à cette représentation, Rosella m'a nommée étoile. Et puis vous avez succédé après à Rosella à la tête de l'école de Cannes. Finalement, oui, c'était bizarre, un peu comme chemin, enfin, je m'y attendais pas du tout. Mais en fait, je me suis retrouvée à prendre les rênes à la suite de Rosella en tant que directrice artistique de l'école de Cannes, qui est une école qui propose énormément de possibilités, tant au niveau classique, contemporain que jazz. Donc, énormément de chemins possibles pour les élèves qui sont à Cannes, qui sont à l'école de Cannes. Alors, on va voir maintenant deux lauréats, mais d'il y a plus de 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas, vous n'avez pas connu, mais moi j'ai vu 1973, 74 et les années suivantes. Et alors là, on est en 83, avec une danseuse, Stéphanie Arndt, qui est allemande, qui a eu une bourse d'études, qui a continué à l'école de Hambourg, qui est devenue par la suite principale, donc étoile dans le ballet de Hambourg de John Nemeyer, qui après est partie pour Francfort, où elle a été une des solistes de William Forsythe, et qui maintenant remonte des ballets de Forsythe un peu partout. Donc on va voir au tout début de sa carrière, Stéphanie Arndt, c'était en 1983. Stéphanie Arndt de la République fédérale d'Allemagne.
pouvez le constater, les variations du répertoire sont restées plus ou moins les mêmes. Enfin, la gamme s'est élargie. Il y en a plus Oui. aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup, hein. Et pour vous qui devez les faire répéter, ça n'a pas de soi non plus. Je m'y perds un peu, hein. Non, mais je veux dire, au niveau des versions aussi, Oui, hein, parce que ben c'est oui. normal, la pédagogie n'est pas la même partout dans le monde, et aussi les versions. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un effort, c'est un exercice de mémorisation rapide pour essayer d'entrevoir quelles sont les priorités pour être à même d'aider dans un temps très court les candidates qui se présentent dans chaque variation. Mais c'est intéressant, enfin c'est passionnant aussi parce que évidemment je saute d'un univers à l'autre et je dois être à même de les aider à vivre dans cet univers et dans ce style et dans cette musicalité. Dans chaque rôle, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le ballet, voilà, donc c'est passionnant, quoi. Alors à l'époque, autant les variations du répertoire étaient très déterminées, autant les variations libres étaient libres. Et alors je vais vous montrer un exemple d'une variation dite libre, c'est-à-dire qu'elle était laissée au choix des concurrents. C'est un Italien, Carlo Merlo, qui a fait une très brillante carrière après au New York City Ballet. Il a gagné à Lausanne une bourse d'études à la School of American Ballet et il est resté à New York et il a fait une belle carrière là-bas. Et donc, vous allez voir, c'est une variation qu'il a choisie lui-même avec son professeur. Voilà. On dit souvent, Monique, que le niveau du prix a fortement augmenté au fil du temps. Est-ce que c'est une observation que vous partagez ou vous pensez qu'on a atteint depuis quelques années un certain niveau, level, et qu'on ne le dépasse plus aujourd'hui? Je pense que c'est pas forcément une généralité. Voilà, il y a certaines choses qui ont évolué, et d'autres qui sont peut-être se sont peut-être un petit peu perdues. Par exemple, on voit sur Carlo la liberté, parce que aussi il s'est choisi une variation, je veux dire, très très technique, très difficile. Il s'est pas fait de cadeau. Mais on sent dans son corps et dans son état général qu'il y a une grande liberté et qu'il se lance et qu'il y a une prise de risque énorme. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas le coaching des variations contemporaines comme ils ont la chance d'avoir maintenant pour les aider à le faire, à avoir ce type de dépassement de soi et de prise de risque. Et donc, ça, c'est des qualités qu'il y avait peut-être plus avant, parce que peut-être les gens se sentaient moins jugés dans un sens négatif, et avaient cette forme de liberté de choix qui faisait qu'ils assumaient. Maintenant, il y a peut-être plus d'obligations, mais du coup, ça amène les artistes à aller encore plus loin de leur potentiel, peut-être même de se découvrir eux-mêmes dans ce dépassement, grâce à l'aide des chorégraphes et des coachs qui sont autour d'eux.
Donc il y a voilà, il y a des choses qui ont évolué. Je pense que évidemment la danse elle-même a évolué au niveau de la qualité, au niveau du placement, au niveau de la qualité de travail, de la subtilité de travail. La pédagogie a évolué. Donc ça, on le sent, on le voit partout dans le monde, aussi énormément dans les pays asiatiques, surtout au Japon par exemple, où les pédagogues japonais ont été d'une humilité exemplaire et ont essayé de chercher près des Européens aussi comment enseigner d'une manière voilà, plus vivante peut-être, avoir un petit peu moins être un peu plus relâché et plus humain dans la manière de vivre le mouvement et pas seulement de le réaliser techniquement, par exemple. Alors, on va vous voir à l'œuvre, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de vous voir travailler avec les concurrentes tout à l'heure. On va vous voir dans votre coaching. Là, c'est sur scène. Et vous allez nous montrer qu'il n'y a pas que les pas qui comptent, mais les expressions, enfin tout le côté artistique et pas seulement le côté technique. One and up, and oh yes, you can do it. No problem for you. So is it okay if I stretch then bend? Yes, but the moment weird is when we do that. You see, it's really weird. Yes. Then if we do that before, it's great. And then down, up, and go. Change a bit more your épaulement and your head. I need a little bit more fun. You see that you really play with that. Yes. Tarapapa, yapapa, and a watatatatitatita. The role, the personality is a bit like surprise and charming. Huh? Then when you do ti-ta-ta-ta-ti-ta-pa, it has to really change your eyes direction and your suspension with the breathing, you know, has to be more clear for me. Wata, yata, like a surprise. I don't want to, you could do a small épaulement, but I don't want to disturb you. Yes, chikaya, yeah, huh? And fun, and it's funny, huh? This role, it's a bit funny. You're like, oh, like changing like a bird a little bit. You see what I mean? Yeah. Huh? Then don't be shy with that. Huh? Et oui, il faut avoir été une grande étoile pour pouvoir transmettre tout ça. Je suis un peu ridicule, hein, là, quand même. Pas du tout, mais pas le moins du monde. Ah non, non, quelquefois, il faut exagérer un peu pour les convaincre. Bah oui, d'abord, il y a le problème de la langue, c'est pas si simple. Hein. Et puis, il faut les sortir de leur timidité. Hein. La plupart du temps, quand on est jeune, on n'a pas confiance, on est un petit peu timide, on est en dessous de ses possibilités. Donc, voilà, il faut essayer de dédramatiser un peu la situation, apporter un peu d'humour. Et vous le faites magnifiquement bien. Et vous leur apprenez également à respirer. I love when I'm coaching, especially, I love to talk about breathing. It's very simple in a way, but you know, if you don't breathe, you're not alive. And this is the base for me. There is a big link between the breathing and the freedom, because the breathing and the musicality in the breathing gives you the freedom of the movement to express yourself. You know, if you don't use this breathing and this musicality in your body, you're just drawing lines. You know, you're not alive. She's beautiful, hein? Oui. Oui, la respiration, c'est aussi une des choses que vous transmettez, vous donnez des trucs en quelque sorte. Oui, parce que c'est la manière de, oui, comme je disais, de donner la liberté du mouvement et surtout l'humanité du mouvement. Parce qu'avant toute chose, on travaille beaucoup la technique, le dépassement corporel, physique, etc. Mais on ne peut le faire que si on se libère de l'intérieur et si on apporte une part de soi-même dans le mouvement, à l'intérieur du mouvement.
Donc la respiration, c'est ce qu'il y a de plus profond et de profondément humain qui va faire que le mouvement va être profondément vivant et donc aussi authentique. Parce que ce qu'on recherche chez un artiste aussi, c'est l'authenticité de l'artiste et de l'être humain. Donc je pense que c'est vraiment une des bases, effectivement. Alors il y a les variations classiques du répertoire, et puis il y a les variations qui par le passé s'appelaient libres, qui aujourd'hui sont nommées contemporaines et qui sont extrêmement importantes. Le concours a beaucoup évolué au cours du temps, sous l'impulsion des présidents et du conseil de fondation et des responsables artistiques du concours. C'est ainsi que, pour ne parler que des variations, à la liberté complète qui donnait lieu parfois à des variations un petit peu kitsch, faites par des professeurs qui n'étaient pas particulièrement inspirés au moment où ils les ont faites, a succédé les variations dites contemporaines et qui sont l'œuvre de véritables chorégraphes. Alors on va voir deux exemples. Le premier exemple, c'est tout à fait intéressant, c'est Katarzyna Gdaniec qui a été étoile après chez Béjart. Elle a eu une bourse à Moudra et puis elle est entrée au ballet du XXe siècle, au Béjart Ballet Lausanne. Et elle avait obtenu cette bourse après sa prestation en 1983 dans une variation libre, c'est-à-dire qu'elle l'avait elle-même chorégraphiée. Et aujourd'hui, elle chorégraphie toujours puisqu'elle a sa propre compagnie à Lausanne. Alors vous allez regarder, il y aura une petite surprise dans le cadre de cette variation. Regardez. Katarzyna Gdaniec dans ses œuvres. Il fallait oser. Hein. Ouais, dans un concours comme le prix de Lausanne, il fallait oser. Alors, à l'extrême inverse, dans le fond, je vous propose la variation de Michele Esposito. Vous vous rappelez peut-être, il a gagné le prix du public et puis une des bourses d'études l'année dernière, en 2017. Et il est tout à fait extraordinaire dans cette variation contemporaine qui est signée, elle, d'un des chorégraphes qui ont bien voulu collaborer avec le prix de Lausanne. En l'occurrence, il s'agit de John Nemeyer. Mais vous savez qu'il y a Mauro Binconzetti, il y a Richard Werlock, je crois qu'il y a 4 ou 5 chorégraphes cette année qui ont donné leur chorégraphie et qu'eux-mêmes ou des assistants font répéter. Les choses ont beaucoup évolué. Alors, on regarde là cette variation de Nijinsky de Neumeyer.
là, il faut plus que savoir danser les pas, il faut exprimer le personnage. Ben là, bon, chez John, de toute façon, chez John Nemeyer, il y a toujours une profondeur et une violence intérieure. Là, il avait 18 ans, là. 17 ans et demi, oui. Oui, incroyable de maturité quand même, hein, et de force physique aussi, parce que c'est une variation très difficile techniquement, hein. Donc, vraiment, déjà très mature au niveau artistique, et il dégage vraiment une force énorme. Et c'est aussi grâce au coaching, je crois que c'était Johan Stegli qui était venu, je crois, oui, les coacher. Et donc, bon, c'est vrai que c'est très important quand on accède à des variations aussi complexes et aussi profondes, d'avoir une aide de quelqu'un qui l'a déjà dansé ou qui a déjà approché l'œuvre de John Nemeyer. Et aussi au niveau de la musicalité, particulièrement difficile. Donc voilà, mais enfin c'est déjà un grand artiste. Oui, hein, oui. Là on peut. Alors vous avez tout dansé dans votre carrière, le grand répertoire classique, et vous avez travaillé avec des chorégraphes contemporains. Aujourd'hui, la formation doit être polyvalente, on ne peut plus être seulement classique. Oui, c'est une évidence. D'abord le monde de la danse. De l'art chorégraphique propose tellement de possibilités. Il faut que le danseur soit à même de profiter, de se régaler, de se nourrir de tous ces styles, de toutes ces formes de gestuelles différentes pour être à même de s'épanouir tout simplement en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. Hein, le plus on a de richesse, le plus on a de nourriture, le plus on s'épanouit. D'où l'utilité d'avoir à la fois les variations des répertoires au prix de Lausanne et les variations dites contemporaines. Alors, on va vous voir dans vos œuvres à vous maintenant. D'abord, dans le répertoire classique, encore que la chorégraphie soit du XXe siècle, puisque c'est le Roméo et Juliette de Nureyev, où on va vous voir avec Manuel Legris. On peut l'applaudir, en effet. C'est magnifique. Maintenant, c'est horrible parce que je vois tellement de choses que j'aurais pu corriger. Mais c'est trop tard. Il n'y avait rien à corriger. C'est toujours très chargé, les chorégraphies de Rudolph. Et donc, on se battait un peu contre notre corps, je dois dire, pour arriver à suivre la musique. On n'avait pas trop le temps de s'embrasser dans Roméo et Juliette, malheureusement. Ça va très vite, là. Ça va très, très vite. Mais Emmanuel était un extraordinaire partenaire, donc bon, j'avais de la chance. Alors, on va le retrouver avec vous dans une répétition
avec Jiří Kylián, grand chorégraphe du XXe siècle, qui montre que vous aussi, vous avez vraiment passé d'un genre à un autre. Et là, on parle de Kylián qui est encore quelqu'un de base classique, hein, mais vous avez travaillé avec d'autres chorégraphes, disons, plus... Oui, aussi ouais. Matsek, Oui. j'ai eu Blancali, j'ai dansé Luis Falco aussi, Oui, Taylor, voilà. Oui, j'ai oui. eu bon, d'autres, ça me revient pas là d'un seul Non, coup, mais, Obadia, Bouvier, enfin des choses plus contemporaines. Mais c'est vrai que c'était Rudolf qui nous avait vraiment ouvert beaucoup de portes aussi, qui avait fait venir des grands chorégraphes américains. Et donc petit à petit, il a construit, c'était quelqu'un qui construisait et qui était qui construisait l'avenir pour chacun d'entre nous, en fait, chaque étoile. Et il m'avait dit, dans 4-5 ans, j'aimerais que vous dansiez la Gisèle de Matzek. Donc, vous devez faire du Paul Taylor, voilà. Et du c'était Kylián. Bon, du Kylián, Et ouais, on va évidemment. pouvoir Kylián, c'est un répéter. génie, donc... Oui. Well, very good. And easy. Good. And try to go on. Okay, yeah, that's very fine, very good. Just when you have around the neck at the end, you have a so high. Try to take him like this, and so you have it just on the hand. She's very far away from you. Yeah. And away from yourself, away from yourself. So, yes. So she's almost, the points are almost on the floor. Also, you have her like this, try to go like this. Have a feeling that you're walking backwards. Completely detached. Yes, yes, that's it. That's beautiful. Okay. And go on. And not too much swing. Easy, 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 easy. Yes. Okay, okay. C'est drôle parce que Jiří disait souvent « easy, easy, take it easy ». Et Jérôme Robbins, pareil. « Take it easy ». Mais c'était si difficile. C'était horriblement difficile, mais take it easy. Et je le continue à le dire aussi, moi, parce que c'est vrai que souvent, on ne laisse pas fluidifier, aérer le mouvement suffisamment, donner juste l'énergie, pas le musculaire, mais juste l'énergie pour aller dans un mouvement fluide. Et c'était un petit peu ça qu'il voulait dire. Mais j'ai eu la chance, vous vous rendez compte, de toucher Jiří Kylián. D'une délicatesse et d'une humanité énorme. Alors, vous avez dansé parfois la même partition, mais dans des chorégraphies différentes. Est-ce que c'est troublant? Non, parce qu'on a l'occasion de redécouvrir. Et si on ne redécouvre pas à chaque fois qu'on fait une prise de rôle, on ne peut pas évoluer. C'est ça qui nous fait rebondir, redécouvrir, avoir une relecture, une recherche, une analyse différente. Et en plus, quand on a la chance d'avoir peut-être un partenaire aussi différent, du coup, la réaction n'est pas la même puisque c'est un dialogue permanent. Donc ça nous permet d'entrevoir un nouveau cheminement, de nouvelles idées, de travail et d'épanouissement. Donc au contraire, c'est une grande richesse. Alors, on va vous voir. Il y a 2 images, c'est des photos simplement, de vous dans Gisèle, la Gisèle du répertoire classique ou romantique. Voilà, par exemple. Voilà, merveilleuse ballerine romantique. Et puis, on va vous voir dans le même rôle, mais dans une version complètement différente. C'est celle de Matzek. C'était tout de même un peu désarçonnant, j'imagine, quand même, d'aborder ce rôle-là. Ah ben, de toute façon, déjà, Matzek et Anna Laguna, ils vous mettaient à nu.
Anna Laguna, c'est sa femme. Oui. Voilà, qui a créé le rôle. Qui a créé le rôle, Qui oui. était énorme, qui était magnifique. Donc déjà, c'était très impressionnant pour moi d'avoir affaire à elle. Et puis ensuite, ils vous mettent à nu, quoi. Donc là, c'est véritablement une redécouverte totale, même si on a la même musique. C'est une redécouverte totale du rôle de l'être humain qui est Gisèle. Et donc, ça a été très violent, d'une certaine manière. Aussi physiquement, parce que les grands pliés jusque par terre presque, les quadriceps en folie, je dois dire, mal dans mon corps, mais alors un bonheur total de justement me redécouvrir au travers de cette relecture de Mats. Et du coup, ça m'a énormément enrichi. L'autre Gisèle, la Gisèle romantique, quand je l'ai redansée après, je l'ai redansée différemment. Parce que dans la Gisèle de Mats, on va vraiment dans l'authenticité, dans le côté primitif de la Gisèle, de sa relation à la terre, et à la vérité de cette terre, de cette nature. Et donc j'ai dû, comme je disais tout à l'heure, me mettre à nu et redécouvrir. Au niveau émotionnel, ça a été d'une force incroyable. C'est, je pense, un des plus beaux souvenirs d'ailleurs de ma carrière, où j'ai eu vraiment, véritablement des émotions très, très profondes, très fortes. J'avais la chance de danser avec Kader Bellarbi, qui était formidable dans le rôle d'Albrecht. Et donc, tous les deux, on était vraiment en osmose. On s'est énormément épaulés aussi, parce que c'était très dur, effectivement. Mais c'est un des plus beaux souvenirs, des plus forts que j'ai vécu sur scène, et aussi dans les studios, mais sur scène aussi. J'ai eu, on va dire, la récompense quand même de mes efforts en studio et de mes douleurs. Donc, conclusion, la souplesse qui est demandée aux danseurs n'est pas que physique, il faut une souplesse mentale, Absolument. artistique. C'est très important. Si on n'a pas cette ouverture, cet esprit ouvert, on ne peut pas évoluer. Voilà, la fermeture n'aboutit pas à l'épanouissement et à l'ouverture. Donc c'est une base. Et nous, dans l'univers artistique, on a cette chance d'avoir constamment des choses à découvrir, aussi au niveau des spectacles qu'on peut aller voir, des gens qu'on peut rencontrer dans le monde, des musiques qu'on peut découvrir d'une manière différente, comme celle de Gisèle par exemple. On redécouvre la musique d'Adolphe Adam grâce à la relecture de Matzek, par exemple. Donc c'est sans cesse un renouvellement, une régénérescence. Et grâce à cette découverte permanente, j'espère, je pense que voilà, on grandit, on évolue en tant qu'être humain. Alors, dans la danse, il y a l'aspect artistique, mais il y a également l'aspect compétition. Alors, le prix de Lausanne est une compétition, mais toute votre carrière, toute la carrière des artistes est quand même, malgré tout, une compétition par rapport à soi. Par rapport à soi-même, déjà, oui. Un dépassement, on va dire. Oui. C'est un dépassement de soi-même constant. Voilà. Mais dans le positif, ça va dans le positif, oui. Mais à l'Opéra de Paris, il y avait quand même les concours annuels. Oui, on avait les Beautiful concours annuels. Pour des concours de promotion quand même. Ça nous donnait la chance quand même, oui, je dois dire, de mettre un pied, même deux pieds, sur la scène de l'opéra, ce qui était quand même un cadeau, parce que c'est un magnifique théâtre. Et donc on avait la chance et l'opportunité d'avoir une variation imposée et une variation au choix pour présenter chaque année quelque chose de soi-même. On n'avait pas eu forcément l'opportunité de le faire durant l'année dans le répertoire, donc c'était la chance de présenter, pour la direction de l'opéra, de découvrir un petit peu quel potentiel et quel artiste on pouvait devenir. Donc c'était une difficulté, mais en même temps une chance. Au prix de Lausanne, bien sûr, il y a compétition, mais il y a quand même, je crois pouvoir le dire de façon générale, une très bonne ambiance. Et on va en avoir un petit aperçu grâce à cette image d'archive.
Alors, il y a les heureux, les lauréats, et il y a les déçus, ceux qui n'ont pas remporté de prix, mais ma foi, c'est la vie. Dans la carrière, on n'a pas toujours les rôles qu'on aimerait avoir. On doit être préparé à l'échec d'une certaine manière et de rebondir. Voilà. L'idée, c'est de rebondir inlassablement par rapport aux aventures, en fait, hein, qu'on vit au quotidien. Donc c'est vrai que dans la carrière professionnelle, on est choisi ou pas choisi par les chorégraphes. Souvent, il y a des auditions au sein même des compagnies. Et donc, il faut savoir accepter, il faut savoir faire le bilan de soi-même aussi, pour mieux apprendre de soi-même, voilà, qu'est-ce que je dois maintenant faire évoluer, à quoi je dois m'attacher, qu'est-ce qui m'a manqué, voilà, comment je peux évoluer pour être apte à m'adapter à n'importe quel style de danse et aussi à m'ouvrir pour que les personnes qui viennent voir la classe ou l'audition apprennent de moi-même. Comment je peux me présenter, comment je peux mieux communiquer pour que l'ensemble des auditeurs et des spectateurs puissent être à même de mieux me comprendre, en fait, hein, établir un dialogue. Alors la danse est internationale, hein. On peut passer d'une compagnie à une autre, les exigences sont internationales, on ne peut plus réfléchir dans son coin en pensant qu'on a atteint le niveau suffisant, etc. Et le prix de Lausanne a toujours été international, hein, dès le début, et il l'est plus que jamais. Et à 3 reprises, il a même cherché à aller au-devant d'autres publics en allant en 1985 à New York, à Tokyo en 1989 et à Moscou en 1995, en 1995. Alors aujourd'hui, le concours est retransmis dans le monde entier par l'Internet et toutes les transmissions qui sont faites chaque jour et la finale en direct. Donc le concours est vraiment global, mondial. Mais je vais vous présenter un petit document tiré d'un reportage qui avait été fait par la télévision suisse romande lors du prix de Lausanne à New York en 1985. La finale avait lieu à la Brooklyn Academy of Music. Et vous allez voir, il y a même un cours à la School of American Ballet avec Stanley Williams. Quelle a été votre réaction hier soir, par exemple, quand vous avez appris que vous étiez sélectionné? Moi, j'étais choquée, moi, j'étais vraiment contente. J'étais tout bien. Quand j'ai entendu le numéro 26, j'étais un peu... Après, mais... Quand on a reçu les résultats hier soir, on ne se rendait pas du tout compte. Enfin, pour ma part, je ne me rendais pas compte. Et puis, c'est plus tard qu'en réfléchissant, je me suis dit, ça y est, j'y vais. Et c'est enfin qu'on voit le but de tout ce que... Parce que pendant plusieurs mois, on s'est préparé. Et on se préparait, mais on ne savait pas trop pourquoi on se préparait. Et lorsqu'on savait, ça y est, je vais à New York, tout à coup, c'était le but de tout ce qu'on avait préparé qui apparaissait. Singular sensation, every little step he takes. One thrilling combination, every move that he makes. And you know She's a comedy very unique. Philippe Braunschweig, si j'ose dire, qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi ce prix de Lausanne à New York après avoir assis sa réputation en Europe? Quand on a une occasion qui se présente, on saute dessus. Puis après, on explique pourquoi. Alors pour le moment, on est au milieu du prix de Lausanne. On espère que ça sera un grand succès. Les choses se présentent bien. Si c'est un grand succès, ça peut avoir un impact important. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que ça donnera. Je suis en plein au milieu. Voilà,
1985, New York, et puis après, donc Tokyo et Moscou. Bon, la danse est internationale, les danses dans les compagnies, même à l'Opéra de Paris, puisque vous avez des étrangers qui n'ont pas suivi le cursus habituel. Maintenant, oui, ils commencent à accueillir des étrangers, mais c'est récent, hein, Oui, même à l'école oui. de danse. Parce que c'est un théâtre national, voilà, c'est le gouvernement qui subventionne, donc c'est un fonctionnement un petit peu différent des compagnies qui sont. Oui, et vous avez qui ne sont suffisamment de pas bons rattachées. éléments pour puiser. Bon, dans- disons qu'aussi l'école de danse, c'est la pépinière, hein, l'école de danse de l'opéra, donc on doit effectivement favoriser l'entrée dans le corps de ballet à ceux qui se forment à l'école de danse. Hein. C'est une priorité. Mais maintenant, il y a quand même des Italiens, des Asiatiques qui ont été engagés, qui sont magnifiques d'ailleurs, qui font une jolie carrière. Alors, un exemple de carrière, justement, le départ, en l'occurrence New York, c'est celle d'un Suisse qui, après, a dansé à Hambourg, auprès de John Meyer, et puis qui est parti après aux États-Unis. Après avoir dansé aussi pour Béjart, c'est Xavier Ferlat, c'est un Genevois. On va le voir dans son école et dans son appartement à Hambourg, dans un autre reportage. Parce que les bourses permettent justement aux jeunes de quitter leur environnement habituel pour aller se former ailleurs, peut-être avec d'autres exigences ou d'autres styles. Mais c'est quand même un arrachement de quitter sa famille. Mais c'est courageux. Oui. Moi, j'ai toujours admiré les jeunes, aussi quand je dirigeais l'école de Cannes, j'admirais les familles, j'admirais les parents qui avaient le courage de laisser leurs enfants partir pour leur bien-être, pour leur développement personnel, et le courage des enfants eux-mêmes de quitter le cocon familial. Il faut vraiment être passionné pour arriver à prendre ce genre de décision et aller à la découverte d'une autre culture, d'une autre manière de vivre, même d'une autre manière de se nourrir. Par exemple, je pense spécialement aux Japonais qui, quand ils arrivent en France, par exemple, en Europe, ont complètement ont à changer leur manière de se nourrir. C'est quand même d'une grande violence. Ah oui. Et il faut être courageux. Mais je pense que c'est la passion qui guide. Hein. Mais après, c'est pareil, quand on change de compagnie, on change souvent de pays, d'environnement, de style, de chorégraphe, C'est etc. important pour un danseur, pour un artiste en général, hein, l'adaptabilité. Très important, l'ouverture, comme on le disait tout à l'heure, qui va avec cette ouverture d'esprit, qui va avec l'adaptabilité. Voilà. Et avoir la curiosité de découvrir plein de choses. Ouais. Alors nous, on va découvrir Xavier Ferlat en 1986, je pense, à Hambourg. Le plus dur pour moi, c'est le matin, quand je dois me lever. Parce qu'on a les cours très tôt à l'école de danse, à 8h15. Je dois me lever de bonne heure, puis on se couche souvent tard le soir à cause des spectacles. Il s'appelle Xavier Ferlat. Il est suisse, genevois, il a 17 ans. En fait, il va sur ses 18. Et il danse, il apprend la danse à l'école du ballet de l'Opéra de Hambourg. Le ballet de l'Opéra de Hambourg entretient donc une école de danse qui est destinée à former des danseurs professionnels. On y entre normalement à l'âge de 10 ans. Xavier Ferlat, qui arrivait de Genève, avait 13 ans. Faites le compte, il y aura bientôt 5 ans qu'il étudie dans cette école. Avec succès d'ailleurs, puisqu'il a gagné l'an dernier un important concours de danse, le prix de Lausanne. Xavier Ferlat n'est pas venu seul à Hambourg. Il s'est inscrit à l'école de ballet avec sa cousine Nathalie. Nathalie Pereira, elle aussi âgée de 17 ans. Comme lui, Nathalie a été lauréate du concours de Lausanne. Elle avait remporté le prix de la meilleure Suisse en 1984. Bien, nous sommes arrivés à Hambourg parce qu'on avait obtenu une bourse de Migros. Et puis comme on avait le choix pour plusieurs grandes écoles de danse, et on a opté pour l'Allemagne parce qu'il y avait beaucoup de compagnies en Allemagne et on a décidé de venir. Nous sommes venus tout seuls. Il y a notre grand-mère qui est venue avec. Parce qu'on était trop jeunes de toute manière pour rester ici.
Donc elle a laissé mon grand-père à Genève. Ça s'est fait en 24 heures, elle a décidé de venir nous rejoindre. La grand-mère est retournée à Genève il y a 1 année et demie. Et depuis, Nathalie et Xavier vivent seuls dans cette ville d'1,5 million d'habitants. Quand on est arrivé ici, on connaissait absolument rien. On n'avait aucune connaissance. Il a fallu apprendre la langue pour aller dans les magasins et il a fallu se débrouiller. Alors j'ai appris relativement assez vite l'allemand pour pouvoir subvenir à la traduction pour Xavier et ma grand-mère. Nathalie, la cousine, et Xavier partagent un petit appartement, pas trop loin de l'école et de l'opéra. Depuis que leur grand-mère est retournée à Genève, ils ont appris à se débrouiller tout seuls et, par conséquent, à tenir à 2 le ménage. On a beaucoup d'amis dans le milieu du ballet. Ouais. Parce qu'on n'a pas tellement de temps non plus de rechercher d'autres amitiés. Comme on travaille très souvent aussi le dimanche, quand on est libre, on rentre à la maison pour se reposer. Mais ce genre d'existence vous plaît? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Xavier, les voyages, ça te plaît? Ah ouais, alors j'adore ça. Voilà, ça c'était à New York l'année d'avant, l'année où il a obtenu la bourse qui lui a permis de continuer ses études à Hambourg. Quant à Nathalie Pereira, elle a fait une très belle carrière au Royal Ballet suédois, elle était soliste. Mais je dis était parce qu'évidemment le temps passe et le prix de Lausanne a vu se succéder finalement plusieurs générations de danseurs depuis 73. On peut compter que ça fait combien de générations? Deux, au moins 2, non? Bah oui, au moins, oui. Au moins. Oui, non, mais c'est fou. En plus, je l'ai très bien connu, Xavier, moi, chez Maurice, quand il était chez Maurice Béjart. Oui, oui. Mais c'est drôle. Et c'est bon, c'est passionnant enfin, dans ce milieu-là, parce que on voit effectivement les gens évoluer, parce que le monde de la danse, c'est quand même une grande famille, donc on ne se perd jamais vraiment de vue. Et on voit les gens devenir voilà, parents, père et mère, voilà, se marier, avoir des enfants. C'est toujours un plaisir de découvrir aussi, moi, par exemple, mes anciens élèves, des gens que j'ai coachés, qui étaient jeunes, qui sont maintenant pères, mères de famille, et qui transmettent à leur tour, qui organisent des stages. Enfin, c'est beau, cette histoire de transmission, quand même, c'est une des plus belles choses qu'on peut avoir dans notre vie. Mais l'histoire de la transmission, c'est aussi au niveau familial, mais c'est aussi au niveau artistique. C'est voilà, à tous les niveaux, l'histoire de la transmission, c'est un très beau relais humain, on va dire, qui est une belle histoire, quoi. Alors, le prix de Lausanne est un concours qui permet d'obtenir des bourses ou d'études ou d'apprentissage dans une compagnie, mais c'est également, pour la majorité, une semaine d'enrichissement au contact des autres. À tous les niveaux, oui, tous les niveaux. À savoir qu'on leur offre vraiment, c'est comme une espèce de coup de pouce pour s'enrichir artistiquement. Bah ici, je dois dire que c'est le grand confort. Les cadeaux que le prix de Lausanne fait aux candidats, c'est énorme, c'est magnifique, quoi. Je crois qu'on ne peut pas rêver quelque chose de mieux que ça, quoi. Et ils le disent tous, hein, même ceux qui n'ont pas été primés, comme vous le disiez tout à l'heure, justement, même pour ceux qui n'obtiennent pas de bourse ou de prix, c'est une aventure extraordinaire, et ils le disent tous, quand ils font le bilan de la semaine, pour eux, c'est quelque chose dont ils vont se souvenir toute leur vie, qui va les nourrir, les inspirer durant toute leur vie, même au-delà de la carrière, hein, en tant qu'être humain, je pense que... Et le fait de rencontrer tous ces jeunes d'univers différents, de pays différents, c'est très émouvant aussi, c'est très très touchant, et c'est quelque chose qui marque au plus profond de soi durant toute la vie, oui, c'est sûr. Alors on va avoir un témoignage dans ce sens-là. Il émane de Carlos Acosta, qui a été médaille d'or en 1990, et qui tient quelques propos très
très beau sur le prix. Si la performance en soi n'est pas son objectif premier, le prix de Lausanne n'en a pas moins connu de grandes heures, avec des concurrents rapidement promus étoiles internationales, comme le Cubain Carlos Acosta, médaille d'or en 1990. 7 ans après sa médaille d'or, retour de Carlos Acosta pour un gala. Le prix de Lausanne est la meilleure compétition pour jeunes danseurs du monde. Grâce à elle, je suis ce que je suis et je crois que beaucoup d'autres danseurs pensent comme moi. Je suis venu jusqu'ici de Cuba et en plus j'ai remporté la médaille d'or. Et il y avait 127 participants, c'était incroyable. C'était quelques années plus tard avec le Royal Ballet, Ça semble facile. Hein. Ah oui, Mais d'ailleurs, il a chorégraphié, il a fait une relecture de Don Quichotte. Il a monté son propre Don Quichotte pour le Royal Ballet. Qu'il a quitté maintenant, et il a fondé sa propre compagnie à Cuba. Donc voilà, c'était... Retourné aux sources. Aux sources, absolument. Magnifique, d'ailleurs. Et bien voilà, ce petit tour d'horizon du prix, grâce aux lumières de Monique Laudière, se termine. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je remercie surtout Monique. Et merci à toi.